Bonjour à tous, nous sommes vendredi 25 avril 2025, Kav Zain Benissan. Nous sommes dans la période de l'Omer, une période pendant laquelle, dans notre tradition, il est conseillé d'étudier Pirkei Avot, ce qu'on appelle en français les maximes de nos pères. Et j'ai écouté 13 petites vidéos du Rav Fourman d'Aleph Beta. Et je souhaiterais partager avec vous ce que je pense être l'idée centrale de ces vidéos et mentionner quand même euh, quelques autres idées qu'il développe. En fait, me concentrer sur ce que je perçois être l'idée centrale. Et il traite en fait du premier chapitre de Pirkei Avot. Et il fait la remarque suivante. Dans la deuxième Mishnah, du premier chapitre, il est écrit, je lis d'abord avec la traduction française, Shimon HaTzadik fut l'un des derniers membres de la Grande Assemblée. Il avait l'habitude de dire, le monde tient sur trois piliers, la Torah, le service et les actes de bienfaisance. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל מילות chassadim. Je pense que c'est une Mishnah que beaucoup d'entre vous connaissent. Le Rav Froman fait remarquer que dans notre monde matériel, ben, si on veut que quelque chose tienne debout, soit stable, eh bien, le minimum de piliers dont il a besoin, c'est de trois, comme un tabouret, par exemple. Bien. Il attire notre attention sur le fait que la dernière Mishnah de ce chapitre 1, qui est la Mishnah numéro 18, eh bien, voilà ce qui nous est dit. Rabban Shimon ben Gamliel avait l'habitude de dire le monde tient sur trois piliers, la justice, la vérité et la paix. Comme il est dit dans Zecharia chapitre 8, verset 16, rendez des sentences de vérité et de paix dans vos portes. En hébreu, Rabban Shimon ben Gabriel Omer al shosha devarim ha'olam omed al adin ועל האמת ועל השלום, שנאמר בזכריה, אמת ומשפטי שלום שפטו בשעריכם. Donc, il faudrait savoir si c'est fromage ou dessert, n'est-ce pas? Sur quel pied? Est-ce qu'on a trois piliers? On a six piliers? Pourquoi est-ce que la Mishnah nous présente une première version, ensuite une seconde version? Donc ça, c'est une première question qu'il pose. Et il rajoute qu'en fait, les maximes des pères, les Pirkei Avot, sont principalement destinés comme guide euh, pour la conduite de nos sages en tant que euh, ceux qui vont développer la Torah, l'enseigner, euh, euh, définir des halachot et d'autre part par rapport à ceux qui sont amenés à juger les problèmes, que ce soit dans du droit civil ou du droit pénal. Et quand on regarde donc le public que ces maximes des pairs visent, eh bien, on découvre de manière, je dirais, naturelle, dit Laura Forman, des demandes d'intégrité, du fait de ne pas être corrompu, de traiter les personnes de manière égale, etc., etc. Mais dans ce chapitre 1, il y a une Mishnah que je pourrais définir de la manière ainsi comme le vilain petit canard. Ça, c'est pas l'expression du Raffoman, mais c'est ce qui veut dire qui a l'air de sortir de l'ordinaire, ou plus exactement qui n'a pas l'air d'être à sa place. Et quelle est cette Mishnah? C'est la Mishnah 12 du chapitre 1 que je vous lis en français. Il est les Shamaï reçurent de, entre parenthèses, Shmaya et Aftalion. Il, elle dit, soit parmi les élèves d'Aaron, aime la paix et poursuit-la, aime les créateurs et rapproche-les de la Torah. En hébreu, Hillel Veshamay Kibou Mehem, Hillel Omer,
הווה תלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. Alors, pourquoi canard sauvage? C'est parce que si on regarde un juge, eh bien, on, on attend de lui, d'après les maximes de nos pères, qu'il ne se laisse pas influencer par des sentiments, par le fait qu'une personne, par exemple, un défendant soit pauvre et l'autre soit riche, que l'un est puissant et l'autre faible, etc., mais qu'il traite de manière la plus objective possible euh, les cas qui leur sont soumis. Or, nous avons ici une injonction qui est d'aimer la paix et d'aimer autrui, haberiot. Oui. Or, il n'y a pas plus subjectif, dit le Rav Forman, que l'amour. Oui, comment un juge peut concilier l'amour du prochain, des personnes qui euh, apparaissent devant lui, et le fait qu'il doit rendre une justice juste et non influençable par les sentiments. Alors, pour essayer de répondre à cette question, il va se plonger en quelque sorte dans cette Mishnah où on nous parle d'Aaron, et plus spécialement, il amène Pirkei de Rabbi Nathan, ce qui est un commentaire sur Pirkei Avot, et qui fait appel au Midrash, et qui va donner des exemples précis sur comment est-ce que Aaron se comporter dans les deux cas qui nous sont présentés, c'est-à-dire d'aimer la paix, de la poursuivre, ça c'est le premier cas, et deuxièmement, aime les créatures et rapprocher de la Torah. Alors, l'exemple qui nous est donné dans Avot des Rabbi Nathan, c'est le suivant. Mettons que nous ayons deux juifs, Shimon et Lévi, qui se soient violemment disputés et qui ont une rancœur justifiée, bien entendu, à leurs yeux, l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, Aaron allait vers Shimon, pardon, et lui disait, écoute, si tu savais, comme Lévi regrette de t'avoir offensé, et de t'avoir créé tous ces problèmes. Il est vraiment dans tous ces états et il est gêné, il voudrait euh, faire la paix avec toi et s'excuser, mais il n'y parvient pas. Et ensuite, il allait voir Lévi et disait exactement la même chose, mais en parlant de euh, Shimon. Et par conséquent, quand ces deux individus se rencontraient, eh bien, leur colère avait beaucoup diminué et ils parvenaient facilement à se réconcilier. Ça, c'est ce que nous dit Avot de Rabbi Nathan. Et le Rav Forman, comme à son habitude, nous pose des questions qui, d'une certaine manière, s'imposent sans vouloir être cynique, comme il le dit. C'est Euh, en fin de compte, il est fort probable que Aaron, en tenant le langage qu'on lui fait tenir en l'occurrence dans ce Midrash, mentait que en fait les deux personnes impliquées dans ce conflit étaient extrêmement fâchées l'un contre l'autre et ne regrettaient rien du tout et peut-être même ça bouillonnait en eux, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est cachère de mentir, oui, pour arriver à une réconciliation entre deux personnes? Première question qu'il pose. Et deuxième question, est-ce que ça aurait marché? Oui, est-ce que si, le fait euh, assumons qu'il ait parlé de cette manière, maintenant on a ces deux juifs qui se rencontrent dans la rue, qui nous dit qu'on va commencer à se taper dessus, oui, parce qu'ils sont restés très en colère. Ça a l'air d'être une formule euh, vraiment, comment dirais-je, avec des points d'interrogation quant à sa capacité de changer la réalité.
Oui, donc ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, donc d'amour du prochain, de les rapprocher de la Torah, le Midrash raconte que, mettons, il y ait un individu, on va l'appeler Zébouloun, par exemple, euh, eh bien, celui-ci, pour un certain nombre de raisons, s'est écarté du chemin de la Torah. Mettons par exemple qu'il ne respecte plus Shabbat. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais il y avait d'autres moyens de ne pas respecter Shabbat. Et qu'est-ce que faisait Aaron à ce moment-là? Eh bien, il se rapprochait de Zévouloun et essayer de développer une relation amicale avec lui. Oui, to befriend, on dit en anglais. Et donc, le fait de voir Aaron, oui, le grand prêtre, c'est-à-dire l'autorité, le numéro 2. Oui, on a Moshe d'un côté, numéro 2 c'est Aaron. Oui, le, se relier avec Zévouloun de manière tellement chaleureuse et bienveillante, ça éveillait chez Zévouloun des pensées, des regrets en se disant, oh là là, mais si Aaron savait que je suis un profanateur de Shabbat, ou peu importe quelle soit la, la faute qu'il ait commise, ben, jamais Aaron ne serait aussi gentil, aussi bienveillant avec moi. Et ça l'induisait donc à faire tchouva, c'est ce que dit le Midrash. Et à nouveau, le Rav Foreman dit, est-ce que cette méthode que Aaron apparemment appliquait, est-ce que c'était pas en fait de la manipulation? Oui. Et la manipulation, c'est pas super cachère. Et en plus, est-ce que vraiment ça peut arriver au résultat auquel apparemment Aaron arrive? Alors, pour essayer de répondre à ces interrogations, le Raffoman maintenant va revenir à la seconde Mishnah et à la dernière du chapitre 1 en faisant la remarque suivante. Donc, la première Mishnah nous dit que le monde euh, tient sur Torah, Avodah, Gmilut Rasadim, donc la Torah, le service, donc les relations par rapport à Kadosh Baruch Hu, et Gmilut Rassadim, les actes de bienfaisance, de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Mitzvot Benadam Lechavero. Et si on devait dessiner, comment dirais-je, faire un diagramme de ces trois valeurs, eh bien, on aurait en haut la Torah, oui, qui est le concept qui contient tout en quelque sorte, et ensuite qui descend dans notre monde et qui va s'exprimer de deux manières. D'une part, par le service, avoda, dans le cadre de nos relations vis-à-vis de Dieu, et ensuite, binot rasadim, dans le cadre de nos relations vis-à-vis de notre prochain. Et ce qui est intéressant, c'est que il applique le même diagramme par rapport aux trois valeurs qui nous sont proposées dans la Mishnah numéro 18, qui sont donc la justice, la vérité et la paix. Or, ça, c'est déjà beaucoup moins évident. D'abord, quelle est comment dirais-je, la valeur qu'on veut mettre en haut et comment on va de quelle manière les autres vont être reliés par celles qui sont en dessous. Il fait un long développement dans lequel je ne vais pas rentrer à cause de sa longueur pour établir que en haut, nous avons le din, le emet, pardon. Là, on a le emet et en dessous, on a din, la justice, et shalom, la paix. Et il fait l'analyse suivante par rapport à la vérité, emet. En hébreu, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Il y a beaucoup de manières d'analyser ce mot, mais la manière qu'il propose, c'est la suivante, c'est que on peut diviser ce mot de la manière suivante, en prenant les deux premières lettres, il y en a trois en tout, ou bien en prenant la deuxième et la
troisième, la dernière. Donc, si on prend les deux premières lettres, c'est Aleph même, M. M, c'est maman. Oui, maman, la maman, c'est la mère, c'est la miséricorde, n'est-ce pas? Et c'est celle qui donne la vie. Et le même et le taf, c'est met, ce qui signifie mort. Oui, donc d'un côté, on a la vie, et de l'autre côté, on a la mort. Et le émet, et donc la vérité, dit le Raffoman, c'est trouver l'équilibre, oui, entre ces deux valeurs. Bien. Et la manière de définir ou de redéfinir le concept de vérité, de émet, c'est de dire il s'agit d'intégrité. Oui, Euh, en quelque sorte, il prend l'image de deux pièces d'un puzzle qui rentrent l'une dans l'autre, donc qui sont différentes, mais qui, en l'occurrence, sont en harmonie, s'imbriquent l'une dans l'autre. Et son, son idée, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, la paix et la justice sont deux manières d'atteindre cette intégrité. Bien entendu, ça va se faire de manière différente. Et maintenant, on va essayer d'analyser de quelle manière ça va se faire de manière différente pour, en fin de cette vidéo, comprendre, comment dirais-je, la, la méthodologie d'Aaron. Alors, il va prendre un cas très simple de conflit, de dilemma monode, de conflit matériel entre deux personnes qui se connaissent. Ça peut être deux voisins, on peut voir, c'est même préférable de voir ça entre deux voisins ou deux amis. Alors, il y en a un, comme il est américain, donc il y en a un qui va s'appeler Bob et l'autre qui va s'appeler Sam. Et Bob vend sa voiture à Sam pour 5 000 $. Bob donne l'argent à Sam et il ne prend pas encore la voiture. Et dans la nuit, il y a une tempête terrible qui fait que l'arbre qui était juste à côté de la voiture, qui avant appartenait à Sam, tombe sur la voiture et la détruit. Donc, Bob se retrouve dans une situation où il a payé 5 000 $ pour avoir une voiture, mais voilà, cette voiture est détruite et ne peut plus l'utiliser. Donc, une manière de résoudre le problème, c'est d'aller voir un dayan, oui, de voir un juge juif en l'occurrence, pour voir comment est-ce qu'il va décider de comment traiter de manière juste cet incident. Et le Rav Fromm dit qu'en fait, il y a deux manières totalement différentes. La première manière, ça va être une manière qui va regarder uniquement ce que dit la loi. Il y a eu une transaction qui a été faite entre Bob et Sam. Euh, Maintenant, à quel moment Bob est-il devenu propriétaire de la voiture de Sam? Est-ce qu'il est devenu propriétaire quand il lui a donné l'argent? Est-ce qu'il est devenu propriétaire? Il serait devenu propriétaire quand il aurait pris possession physiquement de la voiture et l'aurait garée à un autre endroit? Est-ce qu'il serait devenu propriétaire quand les papiers de changement de propriétaire ont été modifiés pour refléter l'acquisition? Donc, il s'agit euh, d'une manière que je pourrais qualifier de légaliste, mais qui ne regarde d'une certaine manière que ce qui s'est passé, sans faire de jeu de mots, dans le passé, n'est-ce pas?
sans se soucier de l'impact que un jugement qui serait basé uniquement sur cette légalité pourrait avoir sur la relation entre les deux individus par la suite. Et donc, supposons que le juge dise, eh bien, le transfert de propriété a eu lieu le moment où Bob a donné l'argent à Sam, n'est-ce pas? Eh bien, Bob a payé 5 000 $ et il se retrouve avec une voiture détruite, n'est-ce pas? Mais il se peut que ce jugement soit juste, oui, puisqu'il répond aux modalités de la loi concernant le transfert de propriété. Une deuxième manière que le juge pourrait avoir de regarder exactement ce même problème serait non pas d'analyser la légalité de les termes légaux de ce qui s'est passé, mais d'avoir une vision orientée vers le futur. C'est-à-dire, voilà, Bob et Sam étaient des bons voisins. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans leur relation future si maintenant, moi, en tant que juge, j'applique stricto sensu la loi? Il y a de fortes chances que euh, Bob va se sentir vraisemblablement lésé, pas uniquement avoir un manque de chance, mais qu'il regardera son voisin Sam du mauvais œil, d'un mauvais œil. Il sera plus très chaleureux avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'il, d'une certaine manière, même si c'est pas vrai, d'après la loi, il se perçoit comme d'un don de la farce. Et à ce moment-là, le juge, en ayant comme objectif de, de maintenir ou d'établir la paix entre ces deux individus, pourrait proposer un compromis. C'est-à-dire, écoutez, c'est vrai que si on appliquait la loi stricte, eh bien, Bob, ça serait pour sa pomme, mais je pense qu'il faut faire ça différemment. Et je vous propose de couper la poire en deux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Sam rend 2500 $ à Bob et que par ailleurs, bon, ben, ce qui reste de la voiture, vous le vendiez à un ferrailleur et que vous vous partagiez la somme en question. Et avec cette manière, avec cette approche, la probabilité pour que la relation entre Bob et Sam se maintienne et reste bonne est évidemment nettement supérieure à l'autre approche. Et pour formaliser ça d'une autre manière, le Raffoman dit qu'en fait, en matière de justice, il y a deux axes principaux qui sont devant le juge et qu'on peut traduire en hébreu par deux mots. En hébreu, le mot pourquoi peut être dit de deux manières différentes. Le premier, c'est madoua et le second, c'est lama. Ce qui est bizarre, n'est-ce pas? En français, en anglais, je pense que dans la plupart des langues que nous connaissons, il y a un seul mot pour dire pourquoi. Mais en hébreu, il y en a deux. Donc, s'il y en a deux, ça veut dire qu'il y a deux sortes de pourquoi. On le traduit en français par pourquoi, en anglais par why, etc., etc. Mais en hébreu, le, la connotation, ce qui se cache derrière ces deux mots, sont des réalités, sont des préoccupations qui sont différentes. Et pour illustrer ce que je viens de dire, le Rav Forman prend un certain nombre de cas qui ex-
explicite le lama et explicite le madoua, mais pour pas faire la vidéo trop longue, je vais prendre qu'un cas pour le lama et un cas pour le madoua. Donc, madoua, revenez à l'épisode du buisson ardent, n'est-ce pas? Que voit Moshe? Moshe voit un buisson qui brûle sans se consumer. Et donc il dit, Madoua lo yivar asne. Oui, pourquoi est-ce que cet arbuste ne disparaît pas, ne se consume pas, continue à brûler comme si de rien n'était? Oui. Donc, ce Madoua, c'est en quelque sorte quelque chose qui se réfère. Quelles sont les conditions qui font que cet arbuste ne se consume pas? Le Rav Foreman associe de manière tout à fait logique le mot Madoua au mot Mada, même Dalet Ain en hébreu, qui veut dire science. N'est-ce pas? C'est une approche de, en- qui peut être scientifique, mais d'analyse de qu'est-ce qui nous a amené à la situation où nous sommes maintenant, donc qui est tournée vers le passé. Euh, Ça, c'est donc l'explication du Madoua, de ce pourquoi-là. Maintenant, le lama, un des exemples que le Rafoman prend, c'est l'épisode du veau d'or. Les enfants d'Israël sont en train de faire la fête et de se prosterner devant le veau d'or. Moshe est en haut du mont Sinaï. Dieu lui révèle que ce qui est en train de se passer montre sa colère, dit je vais les détruire, oui. Et maintenant, euh, que, quel va, que va dire Moshe? Oui. Euh, eh bien, il va dire Lama yechere apecha ba'am hazeh. Il va dire pourquoi es-tu en colère contre ce peuple? Ce qui, quand on traduit en français, paraît complètement aberrant, n'est-ce pas? Comme avocat de la défense, vous auriez peut-être choisi quelqu'un d'autre que Moshe, comme ça. Pourquoi? Ils sont en train de faire la fête, etc., en pleine idolâtrie et autre chose, oui, dissipation de mœurs. Pourquoi tu es en colère? J'ai votre raison d'être en colère. Ça, c'est le pourquoi français, mais c'est pas ça que Moshe dit. Le Rav Foreman dit que, en fait, le mot lama, on peut le lire de la manière suivante. Mettre le lamed d'abord, les, c'est, et ensuite ma. Les ma. Les, c'est vers quoi? Donc, tourner vers le futur. Oui. Vers quoi? Le fait de détruire, en d'autres termes, le fait de détruire le peuple, à quoi ça va t'amener, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça va te donner? N'est-ce pas? Ne te rends-tu pas compte que ensuite les Égyptiens vont dire que tu n'es pas arrivé à les faire sortir d'Égypte, etc., etc. Donc, le lama euh, est un pourquoi qui est orienté vers le futur et par conséquent, oui, qui est orienté vers la paix, vers le shalom. Le premier, Madoua, est orienté vers la justice. Le second est orienté vers le shalom, vers la paix. Je voudrais rajouter ici quelque chose que le Rafforman ne dit pas dans cette série de vidéos, il le dit dans dans d'autres cours, mais qui me semble particulièrement approprié, c'est qu'il y a une fameuse sentence de nos sages dans le Talmud, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui dit ça, si je ne m'abuse. Euh, je vais d'abord le dire en hébreu, c'est Lo chava Yerushalayim ela bigal shedanu ba dine Torah. Velo alchou lifne meshurat adin. C'est-à-dire que Jérusalem a été détruite
parce que nos sages ont appliqué à la lettre euh, les lois de la Torah et n'ont pas cherché ce on traduit généralement par compromis. Oui, c'est-à-dire que un petit peu comme le cas que je citais avec la voiture endommagée par l'arbre qui est tombé dessus, il y a d'un côté la lettre de la loi qui dit ben, il y a eu transaction, oui, ou il n'y a pas eu transaction, enfin peu importe. Euh, et euh, il y a ensuite essayer de trouver un compromis, ce compromis qui va amener à la paix, parce que quand il y a un conflit entre deux personnes, l'objectif, c'est pas uniquement de juger qui a raison, si quelqu'un a raison, n'est-ce pas? Mais l'objectif, c'est de déminer le conflit, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Maintenant, nous allons revenir à ce midrash, ou à ces deux midrashim qui nous racontent ce que faisait Aaron, et le Rav Forman va faire un tout petit détour avec Marc Aurèle et ses fameuses méditations. Et Marc Aurèle dit que pour tout, pour chaque chose, posez-vous la question de qu'est-ce que cette chose est dans son essence? J'espère que j'ai bien traduit en anglais. C'est comme ça qu'il s'exprime. For everything, for any given thing, I always ask what is it in its essence. Bien sûr, les méditations, c'est en latin, mais je pense que ni vous ni moi ne maîtrisons le latin suffisamment bien pour approfondir cette idée. Et il prend un exemple, Raph Forman. Il dit, voilà, si je regarde un cheval, eh bien, l'essence de ce que j'ai en face de moi, c'est un cheval. Alors, il a quatre jambes, il a des sabots, il a une queue comme ci, il a une hauteur comme ça, il peut être blanc, il peut être brun, mais tout ce que je viens de rajouter, ce n'est pas essentiel. Ce sont des caractéristiques du cheval, n'est-ce pas? Mais essentiellement, ce que j'ai en face de moi, c'est un cheval et c'est pas un mouton, un crocodile ou un homard. Donc le Rav Roman nous ramène à Aaron et à son attitude dans le cas d'un conflit entre deux personnes. Ça peut être deux amis, un mari, sa femme, euh, peu importe, entre parents, enfants, etc. Et ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'il y a deux individus qui sont disons, reliés par une relation, et cette relation maintenant est euh, chargée négativement. Alors, que faisait Aaron? Alors, il regardait, supposons le cas d'un mari avec sa femme, il regardait le mari, il voyait le problème, mais il se rendait compte que euh, fondamentalement, oui, cette personne, ce mari, c'est une bonne personne. Oui, il s'est trouvé qu'il s'est énervé, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a crié sur sa femme, il n'aurait pas dû crier. Il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, mais ces choses qui se sont passées ne sont pas révélateurs de son moi profond. Idem vis-à-vis de l'épouse ou des deux personnes qui sont. Oui, fondamentalement, je pense, ça me fait penser, ça c'est pas Laura Forman qui dit, mais ça me fait penser beaucoup à certains rabbins chassidiques. Je me rappelle avoir lu une histoire selon laquelle, quand un juif allait voir le rebbe en question, je ne sais pas quel rebbe c'était, et que euh, visiblement il ne s'était pas conduit sur un point particulier de manière correcte, eh bien le rebbe cherchait en lui-même ce même point, ce même défaut, de voir comment chez lui cette
problématique-là pouvait fonctionner et de manière négative pour pouvoir ensuite parler à ce juif qui venait le consulter et être sur la même longueur d'onde. Oui. J'ai également entendu une autre anecdote, et il me semble que c'est sur le rabbi de Lubavitch qui recevait donc pendant des heures et des heures et qui changeait souvent de chemise ou je sais pas si un tricot de corps, etc. Et pourquoi? Je crois que quelqu'un lui a posé la question. Il dit tout simplement parce que entre chaque fois que un juif vient chez moi, euh, j'essaie de me mettre à sa place. Oui. Et une fois que je me suis mis à sa place, je reviens à ma place. Mais donc, entre guillemets, ça exige un effort physique qui se traduit par ensuite de la sueur, etc. Donc, ce que je viens de dire là au niveau des ces rêves chassidiques, je pense que c'est ça ce que faisait Aaron à Cohen. Et donc, le premier exemple qui est donné dans le Midrash, c'est au niveau de relations horizontales, comme, n'est-ce pas, ce qu'on a vu, Torah, Avodah, Gmilut Chasadim, comme les Gmilut Chasadim. Oui. Et par rapport à ce juif qui a fait telle et telle avérote, telle et telle faute vis-à-vis, par rapport aux mitzvot qui sont vers Dieu, donc c'est les relations verticale, n'est-ce pas? Eh bien, Aaron avait une approche semblable, c'est-à-dire que la faute commise par un individu, de manière générale, ne reflète pas son moi profond, son essence. Oui, nous sommes humains, par conséquent, nous faisons des erreurs, nous fautons, mais ce n'est pas ça qui nous définit. Et à partir du moment où c'est pas ça qui nous définit, il n'y avait aucune hypocrisie, aucune manipulation dans l'approche d'Aaron vis-à-vis de ce juif qui avait fauté. Bien au contraire, oui, c'était quelque chose qui était relié à l'essence de, du juif en question et cette essence qui est bonne, qui existe chez nous tous. Et sur ce, je conclus cette vidéo en espérant que nous sachions euh, apprendre à être un petit peu comme Aaron à Cohen l'était. Et nous allons lire la paracha de Shemini ce Shabbat. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.